Salut à toutes et à tous. Ces dernières semaines ont été très chargées pour Novak Djokovic. Détention puis expulsion d'Australie, perte de sa place de numéro 1 mondial cette semaine aux dépens de Daniil Medvedev, cette épée de Damoclès avec le fait qu'il ne soit pas vacciné, on ne sait pas s'il pourra voyager aux États-Unis, en Asie, etc. Ces prochains mois, et puis surtout une conversation toujours aussi manichéenne qui empêche les débats sereins. La faute à ça, selon moi, c'est qu'on a deux clans très distincts qui s'opposent quand on a une conversation par rapport à Novak Djokovic. Le premier, c'est le camp de l'adoration, les gens qui lui passent tout, les fanboys, les fangirls également. Ça, c'est un problème majeur. Et puis on a les haters, celles et ceux qui s'engouffrent immédiatement dans toutes les brèches pour pouvoir le critiquer. Ça, c'est pour la partie fans et réseaux sociaux. Mais il y a une partie beaucoup plus importante, beaucoup plus pernicieuse qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est le traitement médiatique. Et à mon sens, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui ont remarqué ça, il y a une paresse médiatique par rapport à Novak Djokovic. On a aussi cette utilisation massive des phrases hors contexte. Alors ça, c'est pas seulement par rapport à Novak, mais on a une utilisation de ces phrases, les petites quotes, etc. pour aller titiller les gens, les opposer les uns les autres, les faire réagir, que ce soit sur les réseaux ou dans les commentaires des articles. Et pire encore pour moi, le troisième point, c'est la difficulté que certains ont, le manque de courage de certains journalistes, de certaines personnes qui traitent l'actualité de ce sport, d'aller contre la doxa, de se prononcer contre les idées attendues, les idées globales qui sont véhiculées autour de Novak Djokovic, les caricatures également. Il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça parce que je sais pas, les gens ont peut-être peur d'avoir des réactions contraires sur les réseaux, ils veulent se protéger, ils ont peut-être aussi pas envie de chercher exactement les tréfonds de l'âme de Novak Djokovic, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. On va rectifier le tir, on va rectifier les faits. J'ai 3 points essentiels à vous proposer et je pense que d'ici la fin de la vidéo vous aurez une idée totalement différente de Novak Djokovic. On va commencer avec la première idée, c'est la philosophie de Novak Djokovic et surtout son approche holistique de la vie. C'est peut-être quelque chose d'un peu confus, l'holistique pour vous au niveau philosophique, alors on va détailler ça immédiatement, mais commençons par Jelena Gencic, j'arrive pas à le dire. Jelena Gencic. Alors cette femme, on va l'appeler Jelena pour plus de simplicité, vous me direz dans les commentaires si la prononciation est bonne ou pas. Donc Jelena, c'est cette femme qui a découvert Novak Djokovic à l'âge de 6 ans et qui lui a appris à jouer au tennis, mais surtout à détailler, à développer les compétences transversales. C'est quelque chose dont je vous parle sur la chaîne depuis quelques temps maintenant, et c'est très très important dans l'approche de Novak Djokovic sur le tennis, mais en tant qu'être humain d'une manière générale. Il a détaillé d'ailleurs encore cette semaine dans une interview donnée à l'équipe, à Franck Ramela, il a expliqué, moi je vais voir par exemple des enfants jouer, des gamins de 11 ans à Belgrade en Serbie, je les regarde et puis je vais apprendre des choses, je dévore ce qu'ils font et j'essaie de voir, de redécouvrir un peu avec un œil extérieur, parce que quand vous êtes pleinement acteur sur quelque chose, que vous êtes turbo focus sur un micro-élément, vous n'avez pas de vue élargie, vous pouvez pas dézoomer, et ça pour lui c'est essentiel dans son approche globale de ce sport. Jelena, c'est une personne qui était issue de la Yougoslavie, enfin elle est née à Belgrade mais c'était la Yougoslavie à l'époque. Elle a aussi découvert Monica Seles qui est née à Belgrade, elle a découvert Goran Ivanisevic également, donc elle a façonné des grands champions comme ça. Monica Seles, elle avait déjà gagné 8 grands chelems, elle avait pas encore 20 ans, s'il n'y avait pas eu ce drame à Hambourg en 93 où elle s'est fait poignarder, on peut imaginer que c'est une femme qui aurait certainement remporté le double, peut-être pas le triple, mais en tout cas elle aurait fait une très très grande carrière, elle aurait pu être la goutte du tennis féminin. Mais revenons à Novak Djokovic, revenons à cette approche holistique qui est super importante pour bien capter l'essence du personnage, et pour lui, il va essayer d'explorer des domaines qui peuvent sembler un peu farfelus pour la norme, pour les gens qui sont enfermés dans des petites boîtes et qui ont des idées préconçues. Lui, il va pas hésiter à aller parfois sur des sentiers qui sont jugés par certains comme très troubles. Mais le but dans cette approche, c'est d'essayer de casser les cloisons, c'est d'essayer d'aller plus loin. Quand vous avez par exemple des consensus scientifiques sur un instant T, c'est pas dit que ça reste les mêmes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Les choses sont évolutives, les choses bougent, les choses changent, les choses se renouvellent. Et Novak Djokovic, il a compris ça, pour lui c'est très très important. Il a des convictions, mais elles sont évolutives, et il y a une adaptation permanente chez lui. Et je pense que c'est clairement l'une des parties qui fait que il est devenu le champion qu'il est actuellement. Et vous comprenez bien, je pense que cette approche transversale, essayer d'avoir une vision horizontale de la vie, absorber les différentes choses pour avoir une meilleure vision globale de son activité principale, c'est quelque chose qui est totalement antagoniste avec ce qu'on a fait nous à l'école. À l'école, quand on a étudié, on s'est ultra spécialisé. Vous allez dans un domaine et puis vous avancez petit à petit pour arriver sur la taille d'une aiguille. Vous êtes spécialiste en micro machin de bidule, et en fait vous ne savez rien sur la vie d'une manière générale, vous avez ultra spécialisé votre vision. Et ça, Novak, il est totalement à l'inverse de ça, et d'ailleurs vous regardez,
quel est l'élève de Novak Djokovic à l'heure actuelle? C'est Daniil Medvedev. Daniil, il s'est entouré de Gilles Servara, qui est un peu le chef d'orchestre. On a Francisca Doseg qui s'occupe de sa tête. On a le soin mental, on a le soin physique, on a la récupération. On va chercher plein d'idées différentes. Et le succès de Daniil, il est lié, il est corrélé à ça. Il est lié à ce qu'a fait Gilles Servara avec ce joueur, c'est-à-dire qu'il est allé plus loin. Il a aussi extrait tout le potentiel qu'avait Daniil Medvedev, qui est un joueur extrêmement intelligent. Donc on le voit, hein, la trace de Novak Djokovic, elle est très prégnante chez Daniil Medvedev. Et je pense que c'est un élément qui est fondamental pour bien comprendre Novak et surtout aller plus loin dans la réflexion, c'est que lui, il a pensé au-delà de la boîte pour être meilleur. Vous imaginez, il y avait Roger Federer et Nadal quand il est arrivé. Et s'il n'avait pas eu cette conviction que il pouvait les défoncer parce qu'il était capable d'aller plus loin qu'eux en termes de récupération, en termes d'apport énergétique, en termes de... En 2010, il a décidé d'avoir un régime sans gluten. C'est tous ces éléments qui font qu'il a su réfléchir plus loin et il a su, du coup, arriver à leur niveau. Voilà, donc ça c'était le premier point, c'est super important à comprendre, c'est l'approche holistique de la vie de Novak Djokovic. Si vous comprenez pas ça, vous ne comprenez pas le personnage, vous ne comprenez pas ses positions. Le deuxième point essentiel à noter pour vraiment saisir le personnage de Novak, c'est son approche sacrée de son corps. Son corps, c'est son sanctuaire. Son corps, c'est son outil de travail. Et pour lui, c'est une Formule 1. Ce mec, c'est une Formule 1. Il analyse tout au gramme près. Il se fait très très peu plaisir. Il fait très peu de sorties. Bon, il en fait certaines, évidemment, mais d'une manière générale, tout est quadrillé du matin au soir pour aller vers la performance. C'est essentiel pour lui. Tout est optimisé. Alors, il y a l'histoire du gluten qui est très très connue. Je vous mets aussi des liens dans la description si vous voulez aller plus loin dans la connaissance, dans la compréhension de ce joueur. On a le sas de récupération. Et en fait, d'une manière globale, je trouve qu'il a prolongé les travaux d'Ivan Lendl. Ivan Lendl, c'est le père du tennis moderne. C'est celui qui a vraiment changé entre les romantiques à la McEnroe, etc. Même si Borg, il y avait déjà un travail assez fort au niveau du fitness, etc. Mais Lendl, c'est le gars dans les années 80 qui a modifié ce sport. Et ça a été repris ensuite par Sampras et ensuite par Novak Djokovic. La préparation au poil de cul. Il le concède volontiers d'ailleurs, il est obsessif sur le sujet, il y pense matin, midi et soir. Et puis il y a un élément aussi que je pense qui est très mal relayé par les médias, qui ont tendance à aller vers les raccourcis très simples pour analyser Novak Djokovic et analyser ses faits et ses méfaits, c'est que son corps, c'est sacré, comme on l'a dit, et c'est surtout, quand il a des bons résultats au niveau tennistique, c'est la conséquence de ça, c'est la conséquence d'une philosophie globale. La philosophie globale est plus importante que le tennis, que les résultats tennistiques. Alors ça peut paraître étonnant, parce qu'il le clame sur tous les toits, je veux avoir le record de Grand Chelem, je veux avoir tous les records, je veux être le meilleur, mais ça c'est la conséquence. Et c'est pour ça que quand il décide de faire « non, je vais pas me faire vacciner parce que j'ai pas envie d'avoir cet élément extérieur, j'ai envie de tout contrôler », ça fait totalement partie du personnage. Et quand vous comprenez tout ça, vous comprenez sa décision finale. Mais non, du coup, j'imagine que c'est plus simple de le traiter de crétin, anti-vax, qui réfléchit pas, qui est colérique sur un court de tennis, qui est un benet hystérique, qui frappe dans la balle, qui fait que renvoyer la balle, etc. Ça, c'est la vision idéale, voilà, il faut la propager, c'est facile. Et puis on a les chouchous d'un côté, et puis on a les personnes qui font le mal de l'autre. Voilà, une vision manichéenne. C'est beaucoup plus simple à vendre aux personnes, aux gens. Troisième point dans cette vidéo, alors les deux points étaient plutôt en défense de Novak Djokovic. On va être un peu plus à charge pour enchaîner dans cette vidéo, et c'est la communication de Novak, je trouve, qui est parfois un peu maladroite. Ce sont des idées qu'il développe, qui sont... soyons clairs, difficile à comprendre pour beaucoup de personnes parce que ça va assez loin au niveau philosophique, parce que c'est contradictoire avec notre vision très rationnelle de la vie dans le monde occidental. Il y a quelque part un choc des cultures. C'est pas simplement un joueur de tennis, Novak Djokovic, c'est quelque chose de plus grand, ça va au-delà. Mais au-delà de ça, on a un élément qui lui porte énormément préjudice, c'est son daron. Sir Diane, il raconte que de la merde. Systématiquement, dès que tu lui files un micro, il raconte n'importe quoi. Ouais, mon fils c'est Jésus, mettez-le sur la croix en Australie, Federer c'est le diable. Il raconte que des conneries. Donc en fait, il propage quelque part cette vision négative et déformée de Novak Djokovic parce que il parle en son nom et franchement, le mec il vit dans un monde, et même sa daronne aussi, sa mère, elle raconte que des cracks. Donc je sais pas. En fait, c'est pour ça, je pense qu'il y a des personnes qui se disent regardez les parents, forcément Novak il est comme ça, forcément il est complètement éclaté du bulbe. Mais non, la réalité c'est pas ça, c'est que ses parents, je sais pas, ils leur mettent pas de stop, alors ouais, ça c'est un peu contradictoire. Tu devrais leur dire, taisez-vous, vous faites que niquer ma réputation en fait. Et on a aussi l'interview qu'il a donnée à la BBC, alors je vous invite à la regarder, c'est 23 minutes d'interview complète, il faut pas se contenter des extraits, regardez-la du début à la fin. Je vous conseille de télécharger des VPN gratuits d'ailleurs pour pouvoir la regarder, parce que depuis la France on ne peut pas accéder à ce programme qui est diffusé par la BBC, mais regardez cette interview. Alors on a su après qu'il avait fait appel à un cabinet de relations publiques pour pouvoir l'aider dans cette démarche, et on sent qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité dans ses questions et dans ses réponses. Tout est programmé, toutes les questions sont au millimètre, et c'est ça aussi qu'on peut reprocher, c'est que c'est un personnage clivant aussi parce qu'on a l'impression que à la surface,
c'est un peu trop préparé, ça manque un peu de sincérité. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait tellement défoncer en Australie d'une manière générale, puis il y a eu aussi des fautes, hein, aller rencontrer le journaliste de l'équipe alors qu'il sait qu'il est positif, c'est une gravissime erreur, c'est une connerie, il a assumé. Mais d'une manière générale, je trouve que il y a un peu trop de calcul, en fait, d'une manière globale. Il gagnerait à être plus naturel, mais c'est difficile aussi, parce que quand vous prenez tant de coups, vous avez tendance à vous surprotéger. Et des coups, il en a pris, hein. Il en a pris par le camp du bien, le fameux, et puis on a cette complexité qu'il développe. Généralement, les gens y répondent par du binarisme. C'est difficile d'avoir de la nuance, d'avoir un propos structuré par rapport à Novak Djokovic, parce que il attire aussi nos réactions pulsionnelles par son attitude sur le court, bien sûr, qui est la partie émergée de l'iceberg. On le voit, on se dit, s'il est agressif sur le court comme ça, s'il pète des câbles, c'est quoi dans la vie privée? C'est un gars qui contrôle pas ses nerfs, qui est agressif, et du coup, les raccourcis sont rapides. On va se dire agressif, un peu bête, et voilà, on va très très vite le juger. Donc ça, c'est difficile quand même d'avoir une relation saine avec ce joueur, parce qu'il y a tellement d'informations contradictoires. C'est dur à traiter pour notre cerveau. J'espère en tout cas que je vous ai donné des pistes intéressantes de réflexion. On prolonge la conversation dans les commentaires. Évidemment, donnez-moi votre avis, votre perspective sur ce joueur, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Moi, je trouve regrettable que en Australie, on lui ait dit tu dégages parce que tu vas propager des idées anti-vax. C'est complètement dingue, complètement lunaire, ça n'a aucun sens, je trouve. Donc voilà, c'est mon avis sur Novak Djokovic. Complexe, il faut avoir de la nuance, c'est difficile. N'hésitez pas également à claquer un pouce et à vous abonner si vous avez aimé ce contenu. On se retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao!